Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément, c'est une photographie du poète Fernando Pessoa, donc qui a été en partie l'objet de mon mémoire. Mais avant de me lancer dans un commentaire de cette image, il va nécessairement falloir que j'introduise au moins minimalement son modèle. Et donc, voici ce à quoi je vais m'appliquer pour l'instant. Alors, Pessoa, c'est un auteur lusitanien qui est né en 1888, et il passe une partie de son enfance en Afrique du Sud. Il publie peu. Il va résider à Lisbonne jusqu'à sa mort en 1935. Et durant ces années de sa vie, donc au Portugal, plusieurs poètes qui sont désormais de renommée internationale sont actifs. Et parmi eux, on compte Álvaro de Campos, un futuriste criard qui publie des odes, Ricardo Reis, qui est un médecin de profession et qui écrit des odes traversées par une espèce de nostalgie des croyances antiques. Bernardo Soares, qui compose les pages de ce qu'il appelle son livre de l'intranquillité, une autobiographie sans événement, dit-il. Et tous ces hommes se réfèrent à un grand maître commun, Alberto Caeiro, qui est un poète païen et dont même vont se réclamer d'autres artistes que celui-ci. Or, au moment où Pessoa va mourir d'une crise hépatique à l'hôpital Saint-Louis des Français, c'est une histoire que, bon, peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, on découvre dans la malle, qui est aujourd'hui célèbre et qui contient ses manuscrits, que ce modeste employé de bureau, qui était comme un fonctionnaire import-export dans une compagnie de tabac, est en vérité l'homme qui va se cacher derrière chacun de ces noms-ci, et d'autres encore d'ailleurs, qui ont pourtant endossé des poétiques qui sont radicalement différentes les unes des autres, et qui sont même allés jusqu'à dialoguer entre eux, que ce soit de manière épistolaire ou, bon, indirectement, par le biais de leurs œuvres, dans des publications périodiques. Et ce procédé unique et fascinant, donc, qui vise à se diviser en multiples sujets écrivants, Pessoa appelle ça l'hétéronymie. Et je ne développerai pour l'instant pas trop là-dessus, mais on comprend qu'il s'agit d'une forme un peu plus développée de la pseudonymie. Donc, il s'agit aujourd'hui des poètes nationaux, disons, du Portugal les plus consacrés, notamment à Lisbonne, dont il est ce qu'on pourrait appeler la tête d'affiche littéraire. C'est une ville, d'ailleurs, qu'il a parcourue et aimée énormément de son vivant, sur laquelle, d'ailleurs, il a rédigé même un guide touristique. Et donc, sur cette photographie qui a été prise entre 1920 et 1935 et qui sera donc l'objet principal de ma présentation, on le voit justement parcourir les rues de la Villa Baixa de Lisbonne. L'auteur de l'image est inconnu et sa date exacte l'est aussi, mais celle-ci a été largement popularisée lorsqu'elle a été reprise pour illustrer les œuvres poétiques de l'auteur aux éditions Le Cercle du Lecteur en langue originale. Donc, c'est la première édition de ces textes-ci qui ont été réunis sous le nom Fernando Pessoa. Et mon objectif, en dégageant les aspects iconiques et plastiques de cette image, sera de soutenir qu'elle va déroger du trope habituel du portrait d'écrivain, dont je vais décrire quelques caractéristiques aussi. Alors, je démontrerai ensuite pourquoi cette dérogation m'apparaît pertinente en regard de la poétique pessoenne qu'elle est censée illustrer. Donc, bon, pour le dire rapidement, il s'agit, on le voit à l'écran, d'une scène qui est contextualisée, qui se déroule dans un lieu public facilement identifiable, soit, bon, une rue assez passante. L'image est pourvue d'une assez grande profondeur de champ en raison de la hauteur à laquelle se situe le point de fuite. Et il s'agit d'un plan d'ensemble puisque le personnage y est représenté en entier et dans son milieu. Donc, pourtant, celui-ci ne semble pas vraiment appartenir à ce dernier étant donné la disposition qui fait en sorte qu'il est nettement plus à l'avant-plan que les autres protagonistes de l'image. Le cadrage et la distance du point de vue suggèrent que le photographe est placé donc devant le personnage, à distance à peu près personnelle, mais légèrement situé à sa droite. Le regard de Pessoa, qui semble fixer l'objectif, ne pointe pas directement devant lui et sa position dans le cadre n'est pas centrale. Puisque l'appareil photo portatif existe déjà à l'époque, on peut croire, ou se laisser aller à croire que le photographe se tient debout, assis à une terrasse et qui croque spontanément son sujet, sans nécessairement prétendre faire la génétique de la photo. C'est, disons, au moins un effet rhétorique de ce qu'on voit à l'écran. Le regard du personnage, donc, est rivé sur cet objectif, mais son corps est légèrement tourné vers la gauche, c'est-à-dire l'endroit vers lequel s'étire la rue. On peut penser qu'au moment qui précède celui où le doigt appuie sur le bouton du déclencheur, le photographe attire donc l'attention de Pessoa qui, passant, regarde dans sa direction. Et le mouvement suggéré par la posture du corps et l'imprécision au niveau du pied gauche et de la main droite du personnage, qui sont flous, on le voit ici, induisent le spectateur à penser que le personnage circule sur cette rue, donc qu'il est croqué en mouvement. C'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent. Et le fait que le point de vue soit frontal amplifie cet effet. On est debout face à Pessoa. Nous saisissons son image fugacement.
Une plongée ou une contre-plongée aurait sans doute diminué cette impression de spontanéité, puisque vu l'absence de dénivellation naturelle du terrain, il aurait fallu pour l'obtenir la créer artificiellement, en se penchant ou en se surélevant par exemple, ce qui demande donc un minimum de planification. Et bon, je vais lentement m'aligner vers le portrait en mentionnant que le point de vue frontal, normalement, c'est un des choix classiques qui est employé dans la représentation du portrait d'homme célèbre d'écrivain, par exemple. Pourtant, donc, eu égard à la mise en scène classique de ce type de photo, la taille du plan ici, elle détonne, étant donné que le sujet est vraiment photographié dans toute sa hauteur. Donc, je récapitule vite ce que j'ai balancé comme ça. Donc, l'iconicité de l'image suggère d'une part une distinction entre le sujet et son environnement, et d'autre part une certaine impression de fugacité qui est produite par l'aspect flou de certains de ces éléments, la main, le pied, qui indique le mouvement. À partir de ces considérations, on peut essayer de tenter de produire une interprétation de cette image, notamment en la recontextualisant dans son cadre de production, puis de médiation. En dehors du support photographique, il faut se rappeler que cette image, elle a été réutilisée dans un cadre médiatique particulier. Elle sert, je l'ai dit, à illustrer une édition des œuvres littéraires d'un auteur. J'ai mentionné au départ que c'est aussi un portrait d'écrivain, mais même si son appartenance à ce genre est claire, on peut tout de même avancer qu'on aurait pu, disons, s'attendre à ce qu'elle soit codifiée davantage en ce sens. En effet, le statut d'un portrait d'écrivain, ou en tout cas d'homme célèbre, peut normalement être déchiffré sans que le spectateur ait une connaissance préalable de la personnalité qui figure sur la photo. Les conventions qui régissent ce type d'image suffisent à signaler à celui-ci qu'il a affaire à la photographie d'une personnalité publique. Il s'agit d'un genre, donc j'en montre quelques exemples ici, en vrac, qui est régi par des conventions de représentation assez bien connues, assez réglementées. Comme on le voit, la codification du portrait d'écrivain traditionnel veut que les sujets soient représentés en plan rapproché et plus souvent dans un cadre qui est décontextualisé, en médaillon, qui soit peint ou photographié. On les voit rarement donc en train d'effectuer une autre action que celle de poser pour le photographe ou le peintre, et par conséquent, il s'agit généralement d'une image dont l'effet de statisme est assez frappant, assez marqué. En effet, si l'écrivain est parfois croqué alors qu'il se trouve assis à son bureau de travail, entouré de ses manuscrits, sont rarement ces photographies qui sont majoritaires et qui servent à illustrer les couvertures, les rabats, voire les pages Wikipédia qui sont consacrées aux écrivains. Alors, on le remarque tout de suite en observant cette photographie. Elle répond plus ou moins à ces critères que je viens de mentionner. On y voit l'écrivain en mouvement, dans une attitude qui est artificielle ou réelle, suggère en tout cas une certaine spontanéité, l'idée d'une scène qui est éphémère. Le corps qui apparaît en entier, donc, dans une image contextualisée et plus complexe, joue sur les effets de profondeur, ce que se refusait à faire ce type d'image-ci. Voilà. Et donc, c'est bon, voilà, des images où finalement c'est plutôt l'aplanissement qui semble avoir la cote. Dans tous les cas, même si j'essaie évidemment pas de soutenir qu'il n'y a aucune autre manière de prendre en photo un auteur, il est évident que la photo de Pessoa pourrait être celle de n'importe quel déambulateur finalement, pour quelqu'un qui ne le reconnaîtrait pas. Elle ne signifie pas par ses stratégies finalement le statut de son modèle. Donc, je dois le connaître au préalable pour pouvoir déchiffrer l'identité du sujet. Donc, on voit assez bien que la photographie ne correspond pas tellement aux conventions du genre. Ça, je viens de l'établir. Bon. Pourtant, cette image qui figure dans les éditions originales des œuvres de Pessoa, donc une ouvrage qui est quand même publiée au moment où il est déjà canonisé et qui figure au Panthéon des poètes lusitaniens, me semble quand même refléter, rendre justice, disons, au travail de l'écriture pessoenne. C'est donc que l'institution, quand même, se l'est appropriée, l'estime pertinente. Il s'agit d'une photo, une des photos les plus célèbres de cet auteur. Ici, bien sûr, on trouve des images plus conventionnelles du poète assis à son bureau, de plus près. Il faut quand même souligner que cette image-ci, d'un Pessoa en mouvement, elle n'est pas la seule de son espèce. Je vous montre à l'écran ici d'autres photos du poète qui circulent énormément puis qui répondent plus ou moins aux mêmes critères. Donc, impression de mouvement, fugacité, d'acte improvisé. La composition, donc, est pratiquement identique. Là, je vais faire un rapide... c'est presque en miroir les mêmes images. Ces deux images-ci sont représentées... Je m'excuse, je pointe l'écran, mais en fait, c'est derrière moi que vous le voyez. Ces deux images sont présentées à la Casa Fernando Pessoa de Lisbonne. Celle de droite a même servi à la constitution de son logo, que j'ai mis ici, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Elle a aussi été utilisée pour la création d'une murale en l'honneur du poète, qui a été peinte par Sergio Odeit et a inspiré certains dessins de Julio Pomar. Les trois photographies ont fait l'objet d'un nombre incalculable de reprises éditoriales, dont je vous laisse un échantillon, et je vous jure, je ne les ai pas tous mis. Il y en a un nombre incalculable.
Donc, le Pessoa de l'imaginaire visuel collectif semble donc une espèce de Pessoa marchand. Hein. Cette particularité peut paraître étonnante, comme je l'ai dit, si on la considère selon le paradigme du portrait d'écrivain, mais elle a des raisons d'être qui sont cohérentes pour peu qu'on les analyse en prenant en compte l'œuvre du poète et la place qu'elle occupe dans l'imaginaire national portugais. Et là, je vais quand même glisser quelques mots sur cette place, justement. Donc, le point de vue de la première photo, mais aussi de celle que j'ai montrée ensuite, nous renseigne non seulement sur, disons, les activités piétonnières de Pessoa, mais aussi surtout sur sa qualité de passant. Comme on dit d'un piéton qu'il passe, mais aussi comme on dirait d'un moment qu'il est passager, par exemple. En effet, il y a plusieurs façons de photographier une personne en train de marcher. Hein. Dans le cas qui nous occupe, pourtant, la position de la caméra, je vais la remettre ici, voilà. La position de la caméra est à peu près toujours semblable, que ce soit ici ou ici. Quelqu'un, face au sujet dont il se tient à distance assez courte, capte son image avant que ce dernier disparaisse du cadre. Une disparition qu'on peut considérer comme imminente, étant donné la configuration de l'espace à l'intérieur de l'image. Mais après tout, on peut aussi photographier quelqu'un en train de marcher en prenant par exemple un plan d'ensemble ou un grand ensemble où la personne figurerait de profil en train de traverser le champ de droite à gauche ou inversement. Un tel choix créerait l'impression que le sujet fait davantage partie, par exemple, de l'espace dans lequel il évolue. Or, comme on le sait, la proxémie et l'échelle des plans renseignent culturellement sur le rapport entre le sujet et le milieu. C'est-à-dire le sujet et le milieu de l'image, pour le cas qui nous occupe. Il n'est donc pas innocent que le Pessoa illustré sur ces photos soit placé dans une posture, donc la marche apparemment relativement rapide, ce qu'on pourrait déduire en tout cas du flou de certains des membres, et dans un plan, c'est-à-dire le tout devant de l'image, dont le pied s'apprête à sortir, voilà, qui suggère son imminente sortie du champ de l'image. Donc, pour le dire rapidement, une proposition qui serait, disons, soutenue sur les images de Pessoa serait difficilement faire l'économie d'une connaissance plus ou moins partielle du poète et de sa position institutionnelle. Hein. Il s'agit d'un auteur qui est profondément lié à la question de l'insaisissable, ce que je crois mon introduction au moins un peu laissé paraître, de l'éclatement, de la dérobade. Plusieurs textes écrits par le poète ont été laissés inachevés. Et même les publications en tume sont assez chétives, dispersées, rarement terminées, c'est-à-dire publiées souvent sous la forme d'inachevé. Son livre de l'intranquillité est l'exemple idoine de cette incomplétude, encore inédit à sa mort. On le retrouve en contenu pêle-mêle dans une enveloppe, et les fragments qu'il compose, qui sont rédigés sous toutes sortes de supports qui vont d'une facture à une napkin, ne sont pas datés et prescrivent aucun ordre précis. Et d'ailleurs, je le souligne, le livre vient d'être réédité et finalement, on l'attribuerait à 3 hétéronymes plutôt qu'un. Donc, c'est finalement un livre qui a une existence davantage, sous forme de livre, qui est davantage éditorial qu'octorial, finalement. Quant aux hétéronymes que j'ai déjà mentionnés, le néologisme de l'hétéronymat, qui a été proposé par Krasinski, un critique de l'œuvre pessoenne, s'emprunte à merveille pour illustrer la manière dont Pessoa s'efface, se dématérialise par sa pratique. Hein. Dans l'hétéronymat, il y a évidemment une analogie avec l'anonymat. Mais aussi, il est à mon avis pas du tout innocent qu'on choisisse la plupart du temps d'illustrer ces textes, les textes de Pessoa, par l'image d'un homme qui est fuyant, qui est en instance de disparition, contrairement au portrait classique. Plus encore, l'œuvre poétique de Pessoa est intrinsèquement liée aux thématiques du flânage, de l'errance, de la ville, du labyrinthe. On peut donc soutenir que le fait de le représenter en mouvement, c'est une manière de proposer un espèce de commentaire sur sa production littéraire, ou au moins d'essayer, en quelque sorte, de s'y calquer. Ainsi, il y a un écart entre la représentation, certes, du poète et des normes de production du portrait, mais il y a néanmoins adéquation entre la manière dont il est représenté et la manière dont il est conçu dans l'imaginaire littéraire. Je dis imaginaire littéraire ici, mais j'aimerais aussi dire plus spécifiquement imaginaire littéraire lusophone. Hein, Pessoa était réputé pour être un grand marcheur, on l'a appelé le passant intégral ou le voyageur immobile, lui qui a énormément marché et sans pour autant sortir finalement de la ville de Lisbonne. Il est donc éminemment lié et intimement intriqué à cette métropole pour laquelle il a même rédigé, je l'ai dit, un guide touristique. Là. Donc vraiment, c'est une ville qui habite son œuvre et inversement, rétrospectivement, c'est une œuvre qui s'est énormément mise à habiter cette ville-ci. Donc quiconque ayant visité la capitale sait que son image se trouve absolument partout dans la ville portuaire où il est mort, notamment sous forme de pochoirs graffitis que l'on croise régulièrement au détour des rues. Et c'est après tout ce que suggère le point de vue de notre photo, qu'on croise Pessoa au coin d'une rue de la ville basse. Cette omniprésence de la figure de Pessoa comme image tutélaire de la ville de Lisbonne fait en sorte que foisonnent toutes sortes de variations picturales de son image qui sont éparpillées aux 4 coins de la ville sur divers supports qui vont des murs de musées aux porte-clés et autres marchandises touristiques. D'une certaine façon, Pessoa acquiert aussi un espèce de caractère symbolique au sens où il devient pratiquement un logo de sa capitale.
Mais ce n'est pas tant cette transformation qui m'intéresse. Hein. On la connaît aussi pour avoir frappé d'autres figures célèbres, allant du Che à Mozart. On peut en nommer une quantité assez impressionnante. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse tant que la disparition dans cette transformation-là de la plupart des caractéristiques qui sont présentes dans les photos que j'ai montrées. Donc, je mets à l'écran, ici, voilà, certaines de ces images dont je parle pour qu'on puisse bien voir à quel point la différence entre ces dessins et les photographies que j'ai montrées est frappante. Les images ici semblent renouer davantage avec les conventions du portrait, hein, bien qu'ils cessent ici d'être photographiques. L'image est statique, absolument décontextualisée, frontale et en gros plan, ou même en plan rapproché. Sans faire appel à la couleur, elle joue sur un très grand contraste en usant presque exclusivement de blanc et de noir. Et j'ai choisi, bon, mettons, mes images fétiches, mais elles sont très nombreuses aussi. J'aurais pu mettre 2 diapos de ce genre d'images-ci. Donc, la ligne y est épurée, minimale, et l'iconicité réduite aux traits les plus fondamentaux du personnage. Hein. Les préoccupations, donc, dont la photo est investie, semblent ici évacuées. C'est que la charge de l'image de Pessoa est rendue, j'ai l'impression, assez forte pour qu'en l'illustrant, les dessinateurs n'en gardent que les composantes indiciaires absolument nécessaires à son identification. Hein. Le chapeau rond, les lunettes, la moustache caractéristique. Et ce qui intrigue, c'est qu'à l'inverse de la photographie qu'on a précédemment regardée et qui rend compte de l'insaisissabilité du personnage, la fugacité de sa trajectoire, ces images-ci tendent, on dirait à l'inverse, à figer l'image du poète. Je terminerai donc un peu sur cette interrogation que soulève, à mon avis, cette transformation. Une transformation qui semble découler du média choisi en proposant une dernière hypothèse. Il est possible, il me semble, que ces 2 tendances de la représentation du poète répondent à des considérations qui sont similaires, mais de façon différente. Hein. Peut-être que toutes les 2 prennent en compte le caractère évanescent de ce personnage célèbre, mais y répondent différemment. Ainsi, les premières chercheraient, comme je l'ai montré, à témoigner du caractère fuyant de Pessoa, alors que les secondes incarneraient plutôt une tentative de l'arrêter dans sa course. À propos de l'œuvre pessoenne, Robert Brichon, un de ses exégètes les plus connus, prédisait après tout que, et là je le cite, « Pessoa peut encore changer. Il n'a pas fini de nous surprendre. La lumière commence à peine à nous parvenir de son étoile morte depuis 50 ans. » La lumière de cette étoile à laquelle Brichon assimile Pessoa, c'est peut-être donc celle qui pénètre à travers la lentille de la caméra pour s'imprimer sur la surface sensible de la pellicule. En ce cas, il y a bien raison de dire ceci, puisque l'image de Pessoa, comme celle d'un Polaroid, hein, semble effectivement continuer à se révéler sous nos yeux, même 80 ans après son décès. Merci.